city designer à l'école de design de Nantes Atlantique et elle mène des recherches sur la transition écologique et sociale en urbanisme et sur la préservation du patrimoine bâti. Et Mathieu est ingénieur à l'INSA Rouen et qui pilote depuis 2017 le World City Lab, un dispositif pionnier d'innovation urbaine par l'expérimentation de grandeur nature. Donc, voilà. Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors, le retour d'expérience, en fait, c'est un retour de début d'expérience. Comme je vous l'ai expliqué, en fait, alors j'ai repris un document qu'un certain nombre d'entre vous connaissent. Nantes, c'est tout petit, là, il y a un petit stylo. C'est pas forcément identifié comme un territoire low-tech. Les produits de Labo ESS, par exemple, sur Métropole, Tech et Solidaire, non, ne figurent pas. En fait, c'est un peu un accident. Je vais raconter l'accident, juste avant l'accident. Juste pour vous resituer, déjà, qu'est-ce que c'est qu'une métropole? C'est des objets qu'on ne connaît pas forcément. Donc, la métropole de Nantes, elle regroupe 630 000 habitants. Il y a 24 communes. Et ce qui est intéressant, c'est ses domaines d'intervention. Parce que la métropole, elle se caractérise par ses compétences. Et ces compétences, il y a des compétences obligatoires qui sont autour du développement économique, social, culturel, le développement du cadre de vie, le développement de services autour de l'habitat, des services d'intérêt collectif comme la distribution d'eau, l'assainissement, l'éclairage public, déplacement, la voirie, les mobilités, l'environnement. On doit garantir aussi un environnement qui soit sain, la gestion des déchets. Et on a aussi ce qu'on appelle des compétences complémentaires ou facultatives que certaines métropoles souscrivent, comme l'enseignement supérieur et la recherche. Et je vais vous parler de ça parce que moi-même, je travaille dans la direction du développement économique à la Nantes Métropole, et plus particulièrement celle de la recherche supérieure et innovation. Alors, l'accident. L'accident, il est arrivé du plan climat l'an dernier. Il y a eu un gros travail dans ce mandat pour renouveler ou prolonger les actions autour du PCAET, donc le plan climat, air, énergie, territorial, pardon. Et dans ce document, qui est un document de politique publique, en fait, il définit la feuille de route, les actions qui doivent être mises en place pour que le territoire puisse atteindre ses objectifs en termes de climat. Et parmi un certain nombre de ces actions, donc là on est dans le plan d'action atténuation, et il y a une rubrique sobriété et réduire nos besoins, et une rubrique entreprise dans laquelle on a vu apparaître, accompagner les acteurs de la low-tech et construire une stratégie territoriale low-tech. Et donc en fait, ce qui s'est passé à l'intérieur de la métropole, c'est que donc vous avez une politique dans des sous ça, et après vous avez des agents techniciens qui doivent mettre en œuvre. Les gens se sont retrouvés avec cet objet et ils ne savaient pas quoi en faire. Rejeter la responsabilité, la patate chaude, jusqu'à ce que ça arrive sur mon bureau. Et ça m'intéressait, donc moi je travaille dans la direction recherche. Alors, j'ai commencé à regarder un peu ce qui se passait sur le territoire. Je me suis aperçu que sur la low-tech, en fait, c'était un peu un puzzle, donc j'avais l'impression pas mal de pièces qui étaient déjà présentes, notamment des pièces académiques, où on a l'école centrale qui a développé une option low-tech depuis plusieurs années pour la formation d'ingénieurs. Il y a l'ICAM, qui est aussi une autre école d'ingénieurs qui a une section low-tech. Il y a l'école de design, dont Sophie nous parlera tout à l'heure. On a aussi des briques au niveau d'associations qui caractérisent aussi l'écosystème low-tech avec des gens qui sont engagés comme Apala, Capotech. J'en ai eu quelques-uns, je ne sais pas tout, parce que le temps sur puzzle est restreint. On a des éléments aussi au niveau de l'ESS. L'économie sociale et solidaire est un moteur extrêmement
dynamisant au niveau de la low-tech. Il y a un acteur qui s'appelle les Éco-Solutions qui, depuis plus de 15 ans, anime cet écosystème sur Nantes. Et on va retrouver, je me suis aperçu qu'il y avait un certain nombre d'acteurs pareil autour des low-tech qui étaient très liés à l'ESS. Au niveau du parcours de l'innovation sur le territoire, nous, une partie de notre travail, c'est aussi au niveau de la direction recherche, innovation, enseignement supérieur, d'animer des acteurs qui vont aider des entreprises à se créer et innover. Et on a un incubateur qui s'appelle Atlantol, il y en a plusieurs, mais c'est le plus ancien. Et en fait, eux, ils ont développé depuis plusieurs années un programme qui s'appelle Déco Innovation Factory, et en fait, qui accompagne les entreprises, quand on regarde de près, développe des projets qui sont plutôt d'inspiration low-tech, voire totalement. Et puis, on a un certain nombre d'acteurs publics. Et tout ça, en fait, c'est les pièces de ce puzzle. On est en train de regarder comment on va pouvoir les assembler pour que ça aboutisse à des politiques publiques. Donc, c'est comment on va organiser le territoire, comment on va créer des écosystèmes ou pas, comment on va accompagner des actions pour avoir une stratégie territoriale low-tech. J'ai mentionné ça aussi parce qu'au-delà de ces pièces de puzzle, on a aussi des points d'appui qui sont des forces du territoire. Alors, j'ai bien entendu un certain nombre de choses ce matin qui confirment ça. La coopération sur le territoire, elle est vraiment intrinsèque. Elle est vraiment très ancrée. Ça a même valu un prix qui s'appelle Capitale européenne de l'innovation en 2019. Alors, l'innovation de tech, c'est pas le rapport. Quand on lit le dossier qui a été déposé, ce qui a été récompensé, c'est la capacité à coopérer, à faire travailler les entreprises les unes avec les autres et à produire des projets à impact. Il y a des enjeux environnementaux, il y a des démarches autour de la RSE, il y a des restrictions sur les entreprises régénératives, l'économie circulaire. Tout ça, c'est déjà en place. Et donc, on voit que là, il y a les liens assembler ces différentes pièces devraient arriver. Et donc, la question aujourd'hui, c'est inspiré, je sais pas, de monsieur de comment on passe de l'objet, parce que souvent c'était aussi ça dans l'acception des gens de la low-tech, c'est l'objet, à cette notion de territoire en passant par peut-être des espaces publics, des quartiers, comment ça va pouvoir intégrer des politiques publiques, voire une stratégie territoriale. Il m'en reste deux. C'est juste pour expliquer le contexte dans lequel s'inscrit ce que va vous expliquer ceci dans le cadre de notre collaboration. C'est-à-dire que la métropole, elle travaille depuis plusieurs années avec différents acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche, et en particulier avec l'école de Nantes, parce que dans les années 2010, il a été décidé à Nantes de développer une filière des industries culturelles et créatives. C'est quelque chose qui est important pour le territoire. Qui lui a permis, je ne sais pas si vous connaissez, les machines de il y a des objets un peu uniques de Nantes, comme un grand éléphant, etc. Tout ça, ça vient de cette politique autour des industries culturelles et créatives. Donc, on a cette collaboration avec l'école du design et on a eu l'opportunité de se dire, tiens, il y a un projet, on va vous parler de Sophie, qui pourrait peut-être alimenter cette réflexion autour de la démarche de stratégie. C'est plus. Alors, est-ce que c'est une stratégie territoriale low-tech ou une stratégie low-tech territoriale? Ça viendra peut-être après. Mais bon, l'intérêt du projet européen, c'est de pouvoir partager, alors déjà de faire des choses, regarder tout à fait et pourquoi, ou comment, et surtout de partager des bonnes pratiques, plus largement que notre simple territoire. Et voilà, pour faire des choses, on a cet outil-là. Alors, je vais le présenter en grand comme ça parce que c'est mon activité principale. Voilà, je m'occupe d'un dispositif on a la chance d'avoir ça sur notre territoire, qui nous permet de faire en vrai, de faire en grandeur nature, grandeur réelle. Donc, depuis 8 ans maintenant, ce dispositif, il accompagne des porteurs de projets, qui sont souvent des projets, au début, on me disait, ah oui, vous allez avoir plein de technologies. En fait, pas du tout. On a des choses qui sont très simples. Mais par contre, pour lesquelles les gens ont besoin d'accéder au territoire. Alors, une forme de définition du territoire, c'est le territoire d'espace public, pour pouvoir rencontrer des gens, se mettre en situation
Et le Nantes City Lab, en fait, permet ça. Et donc, là, vous avez toutes les pièces du puzzle, des réflexions de tech, un outil pour faire du concret. Je passe la main à Sophie. Merci beaucoup, Mathieu. Voilà, tu as effectivement resitué un peu le cadre de notre intervention. Là, on vient plutôt poser des questions et vous montrer un petit peu comment on s'est organisé pour travailler ensemble sur le suivi de la stratégie territoriale de tech, comment ça s'est construit, là où on en est aujourd'hui et se projeter sur les étapes suivantes. Avant ça, il est nécessaire aussi de resituer le cadre de nos activités à l'école de design en Atlantique parce qu'il y a des parties pris un peu spécifiques. Bon, c'est pas des définitions de design. Il y en a mille évidemment et on n'aurait pas le temps pour ça, mais c'est vrai que ça étonne tout le monde de trouver des écoles de design, parfois sur des questions peut-être territoriales et urbaines. C'est des choses qu'on explore en tant que lab, en particulier à l'école de design. Le City Design Lab, c'est un des 5 labs niveau master qu'on propose à nos étudiants qui viennent après un premier cycle ou un DNMAD plutôt sur des compétences métiers, c'est-à-dire espace, produit, service, graphisme. Quand ils viennent dans les labs, en fait, on permet de mixer leurs approches. On a quand même principalement des designers d'espace qui viennent pour justement s'attaquer à l'échelle urbaine, mais ils en sont très longs. Et c'est vrai que c'est pas courant que le design d'aller aussi explorer ces dimensions-là quand il termine par des projets d'aménagement d'hôtels de luxe qu'ils arrivent chez nous le premier jour en master et qu'on leur parle des lots de chaleur urbain. Autant dire que voilà, il y a un challenge, il y a évidemment des ambitions de placer au centre de nos activités, donc sur les 2 ans de formation, la recherche. Tous les labs, enfin, tous les labs sont dirigés par des chercheurs. Je fais partie, je suis enseignante chercheuse à l'origine en urbanisme. Et donc l'enjeu, c'est de travailler systématiquement avec des partenaires qui soient privés, institutionnels, associatifs, citoyens, de faire émerger des questions par la recherche, de permettre à nos étudiants de s'emparer de ces questions-là dans le cadre de projets pédagogiques collectifs. On en a beaucoup sur 2 ans. On a à peu près 25 qui sont proposés sur les 2 années. Et tout cela fait émerger des innovations, évidemment aussi à quelles, qui sont un peu versées dans la recherche. C'est comme ça qu'on procède, on a cette dimension très expérimentale, parce que c'est important de le resituer. On accompagne nos étudiants dans les métiers de demain, qui visent à conforter leurs compétences techniques de management, etc., dans l'architecture intérieure, la scénographie, les champs qu'ils explorent avant, qui leur permet aussi de s'emparer peut-être d'autres échelles. Aujourd'hui, on forme ce qu'on appelle des designers territoriaux plutôt, qui vont travailler avec des agences, des collectivités, des designers de politique publique, c'est un gros mot. Et voilà, c'est vraiment en train de se structurer autour de la recherche. Voilà. Et c'est donc dans ce cadre-là de nos recherches, par le projet recherche-action, recherche-intervention, ça a été mentionné ce matin systématiquement. On produit aussi des articles parce que c'est nécessaire aussi de diffuser auprès de la sphère académique. Et tout ça, ça nous permet de développer des méthodes un peu spécifiques. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais alors, comment ça s'est construit justement et comment on s'est emparé en fait de cette question. Nous, à l'école, au contraire, on adore cette question vertigineuse. Et c'est vrai que la politique publique à Nantes est extrêmement audacieuse sur certains points. La maire de Nantes a notamment annoncé d'engagement que la ville de Nantes serait une ville non sexiste à l'horizon 2030. C'est sûr que ça ne fait pas dire les agents, mais on se frotte les mains et on se dit comment est-ce qu'on va essayer de faire atterrir tout ça? C'est évidemment vertigineux. Et sur la question de la stratégie territoriale low-tech, comment ça s'est passé? De notre côté là, ça fait un moment avec ton échange avec Philippe Sebo de la REP sur comment s'emparer de cette question de la low-tech territoriale. C'est vrai qu'à l'échelle d'un objet, on a travaillé avec des concepts on a travaillé à l'échelle des bâtiments, aussi avec l'association Appalache, ou le dispositif d'économie d'eau, etc. Territoire, là, c'est vertigineux. On s'est dit, quand une spécialité tombait effectivement sur notre bureau, on s'est dit, allez, on s'en saisit parce que la métropole
à souhaiter voilà, que ça devienne une action phare, un objectif. C'est comme ça qu'on a commencé à se structurer. On a besoin de Paul qui nous a dit bah, ça a l'air qu'on est en train de travailler sur la question, Mathieu, et on a commencé voilà, à se demander comment est-ce qu'on pouvait travailler ensemble. Alors, nous, comment on procède je vous parlais des projets collectifs, la recherche qui pose des questions, les projets pédagogiques qui tentent de faire atterrir tout ça dans des concepts, des pistes de réflexion par émergénisation. On travaille depuis un certain temps, nous, sur ce qu'on appelle un autre gros mot, ouais, design urbain régénératif. Là, on a travaillé à l'échelle d'une commune rurale. La question à l'origine, c'est la Poste qui nous dit, nous, on connaît une baisse de fréquentation de nos services. Comment est-ce qu'on peut réaménager notre poste pour être plus attractif en termes de services? C'est là que, typiquement, bon designer et en plus en tant que lab de recherche, on a exploré d'autres échelles et les étudiants avec les petites encadrantes sur la baisse d'ateliers, enfin, c'est systématiquement du quotidien. Voilà, on a évidemment cette dimension est fondamentale. Ils ont fait émerger 4 concepts pour vous montrer un peu la diversité de ce qui peut émerger d'une question toute simple et peut-être un peu restreinte. Ils ont travaillé sur le réaménagement intérieur du bâtiment qui est partagé avec la municipalité France Service, mutualisation des services, voilà, c'est aussi une transition écologique. Aménagement de la place, végétalisation, un véhicule intermédiaire, parce que vous vous rappelez, on a aussi des designers de transport que j'ai pas évoqué mais qui viennent aussi au lab, pour approcher les services des habitants, parce que la Poste a besoin de pouvoir être présente sur tout son territoire. La commune de Plessis, on se situe, c'est quand même le périmètre de Paris Intramuros, c'est très très étendu. Et aussi une réflexion sur une cartographie des itinéraires sous-fréquentés, qui peut être une autre piste de réflexion et qui permet de contrecarrer un peu l'approche de partage de voilà, comment est-ce qu'on peut partir des chemins existants, les valoriser, les aménager, développer d'autres services. Je vais un peu plus vite parce que je ne veux pas trop entrer dans le détail. Et donc, stratégie territoriale low-tech, on est parti là en tête, même si les travaux en la matière, on a essayé de s'organiser aussi, d'organiser une équipe. Je vous disais, on a notre projet pédagogique adossé à la recherche, mais on a souhaité aussi recruter, puisqu'on avait des fonds européens qui nous permettaient, un chercheur qui est dans celle-ci, je ne sais pas bien, et aussi des et voilà, on a décidé effectivement de travailler cette question dans le cadre d'une mission de recherche postdoctorale sur une approche plutôt bottom-up. Comment est-ce qu'on peut faire un inventaire des initiatives citoyennes ou des usagers qui ne sont pas labellisés low-tech, mais qui s'apparentent en fait à ce qu'on a vu ce matin en partie. Donc être vraiment sur une dimension de sociale en fait, de ce qui fait bien, pour répondre aussi à la question sur la définition du territoire ce matin, non pas entre autres de références comme ça des anciennes décrets qui parlent de territoire vu par les oiseaux, enfin considéré par les oiseaux, c'est un territoire relationnel et c'est s'inscrire dans des dynamiques sociales qui viennent finalement reconfigurer des choses et là on est d'accord que si j'ai donc on est reparti de ces éléments de définition, de ce travail aussi qui nous a permis d'identifier la notion de convivialité, alors évidemment qui s'inscrit dans la continuité de grands penseurs comme Nietzsche, voilà, de références que vous connaissez déjà. Et on s'est demandé, donc, à partir de terrains partagés avec notre métropole, je l'ai pas dit, de la SAMOA, qui est un des aménageurs de Nantes aussi, Nantes Université, qui sont en fait nos partenaires dans le cadre du projet européen dont on se sert pour faire tout ça. D'autres acteurs qui viennent se greffer, parce que Mathieu dit, en fait, on est arrivé à un moment où beaucoup d'acteurs se questionnaient sur le territoire, les territoires tech. Il y a des groupes comme Keran, privés, qui nous ont rejoints. Donc là, on veut vraiment d'ensemble à l'échelle de l'école pour faire atterrir tous ces concepts. On a travaillé à partir d'un terrain en particulier, une étude, voilà, la manufacture des tabacs avec nos étudiants. Donc ils ont procédé en designer avec une cartographie des acteurs, une cartographie des usages, un schéma absolument illisible comme ça, mais que je pourrais partager avec vous, c'est évidemment dans le détail, mais ça permet de montrer les thématiques qui font en fait
simplement explorée par les collectivités, par les acteurs du territoire. Et ça a fait émerger différentes pistes justement d'atterrissage de concepts autour des mobilités sur ce site-là, autour de la gouvernance, et c'est certainement ce qui va occuper du coup les recherches à venir autour d'autres terrains que je n'ai pas le temps de décrire, mais on se questionne pas mal sur un jardin d'estuaire qui va émerger et on voudrait s'en servir comme un dispositif spatial, mais aussi de gouvernance qui ne requiert pas seulement la participation des habitants, c'est-à-dire un peu one shot, on collecte des avis et puis on garde pour nous en interne et on travaille tout ça pour on voudrait travailler sur l'encapacitation en particulier des habitants et des usagers, comment on peut engager sur un plus long terme, et là c'est vertigineux aussi, mais c'est après ce qu'on vient de suivre, la piste du patrimoine, des alas, de loisirs, et je sais pas non plus, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui commence, on souhaite continuer de construire dans une dynamique de coopération. Donc, ce petit